Soumo qui réalise donc ce temps d'antenne. Je rappelle que nous sommes avec les colonels du GSPM. Je rappelle nos invités, le lieutenant-colonel Issa Sako, qui est le commandant, le GSPM, le lieutenant-colonel Sylvestre Naklan, commandant second, chef du bureau prévention, le lieutenant-colonel Vadiawe Karamoko, chef du bureau opération instruction, et le médecin colonel Noël Bleweme Soukwame, médecin-chef du GSPM. Parlons maintenant de la formation. On sait que vous êtes sapeur-pompier militaire. Auparavant, c'était des civils, mais il a fallu appliquer la rigueur militaire. Comment se passe cette formation avec cet élément qu'on appelle le dégrossir? Vous allez nous expliquer cela, mon lieutenant-colonel Vadiawe. Merci. Il faut savoir que dans l'armée, Oui. il y a 3 catégories. C'est la même chose que pour les pompiers. Parce que les pompiers sont des militaires. Il y a les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Officiers, sous-officiers, militaires de rang. Les officiers font une formation initiale à Yopougon pour les dégrossir. Comment ça? C'est-à-dire avant de partir pour la brigade sapeurs-pompiers de Paris, où les officiers font leur formation, font une formation initiale. On les initie au métier de sapeurs-pompiers. C'est pour leur permettre de pouvoir faire face à ce qui va se passer de l'autre côté. Donc, leur donner des rudiments. Exemple de rudiments. Des rudiments, comment dérouler un tuyau, et comment est-ce que les réglementations. Voilà. Donc déjà, ça leur permet, c'est un préacquis. C'est ce qu'on appelle dégrossir, les dégrossir avant de partir. En même temps, vous êtes en superbe forme, hein, pas de ventre, bien. Ça fait partie, c'est une obligation de votre formation. Restez toujours, je ne vais pas dire mince, mais au moins une forme qui vous permet d'être actif, n'est-ce pas? Mon colonel? Bien sûr, madame. Un pompier qui n'est pas... Qui prend du poids, ça ne va voilà, pas du tout. Non, c'est difficile. On ne peut pas courir, voilà. on ne peut pas dérouler le tuyau, il est lourd. Non, on a des challenges sportifs que nous faisons, donc ça nous permet de garder la forme un tant soit peu. La formation, normalement, devrait s'étendre sur 10 ans. Mais en Côte d'Ivoire, vous la faites en 1 an. La formation devrait s'étendre sur 10 ans. Il faut apprendre ce métier sur une période de 10 ans, si je ne me trompe pas. Non, en fait, là, peut-être que vous parlez de toute une carrière. Mais la formation, elle se fait par étapes. Par étapes, ok. Elle se fait par étapes. Donc, pour chaque catégorie de personnel, il y a des modules de formation qui évoluent. Qui diffèrent les unes des autres. Tout au long de la carrière d'une personne. Les unes des autres, voilà. Voilà, tout au long de la carrière d'une personne. Donc, en fait, le pompier, quand il devient pompier, il est tout le temps en formation. Parce qu'il y a toujours de l'activité. Voilà, il y a toujours de l'activité, il y a toujours des choses à connaître et il y a toujours de nouvelles techniques à apprendre. Donc, la formation, elle est vraiment répartie sur toute la carrière de la personne. Et quels sont on a 3 types de pompiers. On a les grimpeurs, on a ceux de la prévention, enfin les pompiers du grimpe, la prévention et les médecins. Parlons de ceux du grimpe. Je me tourne encore vers le GRIMP, c'est le groupe de recherche en intervention en milieu périlleux. C'est une unité... C'est quoi un milieu périlleux? Vous avez les gens qui tombent dans les puits. Ou bien il y a des espaces confinés, tels que les sous-sols, quand il y a les parkings dans le sous-sol, quand il y a un feu là-dedans, c'est difficile. Alors, donc il y a une unité d'élite qui est constitué d'éléments du GRIMP, dont vous venez de parler. Ces personnels-là, très souvent, font des opérations subaquatiques. Subaquatiques, c'est-à-dire que c'est sous l'eau. Et là, c'est encore un milieu périlleux. Voilà. Donc, leur spécialité, c'est tout ce qui est hors du commun. Tous les pompiers font un travail. Mais eux, tout ce qui est difficile, c'est cette unité-là qui est basée en zone 4, à Makori. Ils mettent leur vie en danger au quotidien, alors? Tous les pompiers mettent leur vie en danger au quotidien. Tous les pompiers, mais eux, c'est encore plus difficile. Parce que tout à l'heure, à l'entame de ce temps d'antenne, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont salué des morts, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça? Oui, effectivement. Et comme aujourd'hui, c'est vendredi, notre devise le dit si bien, sauver ou périr. Sauver ou périr. Sauver ou périr. C'est-à-dire qu'on est prêt à partir, enfin bon, on sait qu'il pourrait y avoir une occasion où on ne reviendrait pas à la caserne, quoi. Tout à fait. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé. Donc, tous les vendredis, dans toutes les casernes
du GSPM, on rend hommage à nos collègues qui sont morts en citant carrément leur en nom. intervention, en citant leur nom. Et tous les jours, tous les vendredis, pardon, ça se fait dans toutes les casernes du GSPM. Mais en même temps, vous savez que vous venez dans une formation où vous pouvez à tout moment disparaître. Et comment vous vivez avec cette pensée-là? Mais, madame, en fait, c'est, vous savez, le sentiment la satisfaction de pouvoir, de porter secours, souvent, elle suffit à annihiler les appréhensions. Mais elle est faite sur le terrain aussi. Hein. Oui, il y a l'action, il y a la réalité sur le terrain. Quand on quitte la caserne, on ne sait pas à quoi on va être livré, en fait. C'est pourquoi je vous parlais tantôt de l'amour du métier. Okay. Vous savez, il arrive que pour un départ pour intervention, lorsque l'engin est sonné, c'est-à-dire l'engin est sonné. Un engin, par exemple, on fait partir la sonnerie pour un fourgon qui doit intervenir pour feu, mais les hommes désignés pour aller intervenir pour ce feu, souvent ils se font damer le pion par des gens qui ne sont même pas désignés. Tellement ils ont envie d'aller intervenir. Donc la vocation est tellement forte, nous nous arrangeons dans la formation que nous inculquons à nos hommes à faire en sorte que l'amour du métier soit le plus fort. Donc, jusqu'à présent, ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, on continue. Après, dans cette unité périlleuse qui est du côté de zone 4, quelle autre unité avons-nous? Unité des spécialistes. Il faut savoir qu'au niveau du GSPM, il y a une équipe, peut-être que c'est un secret qui n'est pas encore mis en place, c'est sauvetage déblaiement. Vous savez que lorsqu'il y a des effondrements d'immeubles et tout ça, oui. Voilà, donc il y a une équipe qui doit pouvoir intervenir de manière prompte. Et cette équipe-là est en projet pour être montée. Ce serait une équipe aussi qui va intervenir dans les milieux difficiles, comme ce qu'on vient de voir pour les éléments du GREM. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a aussi donc la prévention. C'est un fait qui m'a intéressé. On peut en savoir davantage avec qui? Avec moi. Lieutenant-colonel Sylvestre Naclan, commandant second, chef du bureau prévention. Alors, avec votre permission, vous allez décrypter les images pour nous. Qui nous explique un peu ce qu'on voit? Ben là, oui, comme ça, la formation, c'est des jeunes gens qui sont actuellement en formation. Il y a 515 pompiers qui sont en formation sur tout le territoire ivoirien. Vous savez que nous travaillons beaucoup avec les bras. Ok. Avec les bras, il faut avoir des muscles bien. Nous, on dit comme ça, il faut avoir du jus pour pouvoir monter en hauteur. Voilà, donc c'est pour cela qu'on fait beaucoup travailler les bras. Et lui, c'est le lieutenant-colonel Mbra Angama, qui est chargé du bureau d'études générales des relations. C'est lui qui est en relation avec vous d'ailleurs. Oui. Alors, d'accord, mais en civil, il change carrément. Ben voilà. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit c'est quoi le message qu'il leur passe? Il leur donne le message de consigne de discipline, parce que quand tu n'es pas discipliné, tu n'es pas pompier. La première des choses, c'est la discipline. Militaire quand même, bien sûr. Oui, militaire surtout. Pour les pompiers, on dit discipline au feu. Au feu, ok. Voilà. Et nous mettons un point d'honneur là-dessus. D'accord. Et là, ce sont vos engins, c'est cela, hein? Oui, le matériel. C'est une échelle que vous voyez là. Ok. Une échelle pour aller faire les interventions en hauteur. Ok. On a une sonnerie. Oui. C'est le colonel Sako, chef de corps, vient de vous parler tout à l'heure de sonnerie d'engin. Avant de faire partir les secours, c'est une forme d'alerte pour dire votre engin en train de sonner. Donc là, il faut être discipliné pour écouter attentivement, puisque les sonneries, ça se ressent pratiquement. Ah d'accord, chaque unité a sa sonnerie. Non, pas chaque unité, chaque engin. Chaque engin, chaque véhicule a sa sonnerie. Il y a une petite sonnerie, une longue sonnerie, une petite sonnerie. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques de confondre
On va sonner par exemple un fourgon, ça c'est un engin d'incendie qui vient d'être sonné. Ok. Parce que hier par exemple, il y avait une personne qui était bloquée dans un ascenseur. Donc c'est cet engin par exemple qui fait cette intervention. En plus d'éteindre le feu, fait les interventions pour personnes bloquées dans les ascenseurs. Ok, d'accord. Et là ils partent, et puis quand ils partent, est-ce que il y a une instruction avant de partir ou directement ils partent? Non, quand on reçoit un appel, le centre de coordination des opérations et de transmission reçoit un appel, répercute cet appel sur la caserne qui est concernée. Hier, c'était par exemple l'Indénié, parce que c'était au plateau. Et donc, donne l'information à l'Indénié pour dire, vous faites partie, l'engin pour personnes bloquées dans un ascenseur. Et celui qui est le chef d'engin va prendre le papillon où c'est écrit là-dessus, vous allez à tel endroit. Ça se fait rapidement alors? Très rapidement. Très rapidement. Le temps qu'il arrive, ils ont fini de remplir le papier. C'est pour cela que aux pompiers, c'est des gens qui sont instruits qui viennent aux pompiers. Voilà. Sinon, ça va être difficile de remplir les papiers. Alors, on revient donc à ce qu'on disait, la prévention. Vous regardez en fait la construction. Enfin, vous arrivez pour voir un peu si, lorsque les bâtiments sont construits, on a des issues de secours. C'est très, très important. Parce qu'avec cet élément-là, hier, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de bâtiments en Abidjan où il n'y en a pas du tout. Et on prie Dieu qu'il n'y ait pas de sinistre, ça c'est clair. Alors, lieutenant-colonel Sylvestre Naclan, vous allez donc mieux nous expliquer ce que vous faites au bureau prévention. Bien, merci madame. En général, lorsqu'on voit les pompiers quelque part, on pense directement au feu. Alors que nous avons une autre action en amont, c'est que nous faisons de la prévention des risques lorsque nous faisons appliquer la réglementation qui veut que les gens qui vont travailler dans un milieu soient en sécurité. Clair, hein? Alors, la sécurité, ça prend en compte, comme je l'ai dit, la réglementation, la conformité des matériaux qui seront utilisés pour la maison. Ensuite, les moyens qu'on va mettre en place pour que ce bâtiment soit défendu. Alors, bâtiment privé ou public, hein? Habitation, votre maison, l'entreprise, le cinéma, partout. Alors, il est bien de savoir qu'il y a 3 catégories en matière de réglementation. Il y a la réglementation pour les établissements recevant du public. J'entends par exemple du public, vous allez dans un supermarché, vous allez dans un hôtel, vous allez danser. Ça, c'est des établissements qui reçoivent du public. Les gens ne travaillent pas là tout le temps. C'est des gens qui viennent là pour prendre quelque chose. Voilà. Ensuite, vous avez des endroits où vous travaillez tout le temps, tel qu'ici. Mais en même temps, vous recevez des gens. Bon, il y a les industries. Et chaque type d'établissement a sa réglementation. Alors, dans la réglementation, il y a 2 choses. Dans la prévention, c'est en cela que nous sommes un organe technique qui est au JSPM, mais nous travaillons avec le ministère de la Construction. Nous travaillons avec d'autres organismes, nous travaillons avec l'Office national de la protection civile et nous sommes là pour faire appliquer la réglementation. Que faites-vous concrètement? Concrètement, lorsque vous voulez construire une maison ou bien réaliser un projet en bâtiment, vous nous déposez votre dossier, votre plan, et nous regardons les erreurs qu'il y a concernant la sécurité des personnes. Tout à fait. Nous ne rentrons pas dans la beauté des murs, ça c'est pas notre travail, c'est le rôle de l'architecte, mais nous, toutes les entraves qu'il y aura contre la sécurité des personnes, nous les relevons et nous les faisons corriger. Un exemple concret. Alors, un exemple concret, vous nous construisez une maison avec un long couloir de 50 mètres et vous ne mettez qu'un seul escalier. Nous nous disons, une personne qui va se retrouver dans ce couloir enfumé ne peut pas traverser. C'est clair. Alors, il y aura un problème. D'abord, il n'y aura pas de lumière parce que lorsqu'il y a un feu, le courant se coupe. Donc, on va lui imposer un certain nombre de choses, de mettre un éclairage de sécurité. Ensuite, de recouper son couloir et de nous mettre 2 escaliers pour que la personne ou les gens qui vont être dans ce couloir puissent atteindre facilement 2 sorties, dont d'une que vous appelez sortie de secours, sachant qu'il y aura une sortie principale. Tout à fait. Voilà. Et ces sorties principales ou sorties de secours ont encore des mesures qu'on impose. On ne doit pas mettre des pots de fleurs au milieu, on ne doit pas les fermer avec un portail à clé, etc. C'est fait pour fuir. C'est fait pas pour fuir, mais pour se protéger, pour aller dans une zone là où on sécurité. Je veux dire que quand il y a sinistre, dans ce cas-là, on ne pense pas à autre chose qu'à fuir, à sauver sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la réglementation fait que
on permet à tout le monde de faire des formations. Des formations. Excusez, les pompiers, vous prenez quelque chose quand même le matin, hein, n'est-ce pas? Ou, ça arrive. Ça arrive. Donc c'est particulier aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Donc, nous avons des formations. Nous imposons que le personnel qui travaille dans un milieu, mais ce n'est pas nous, hein, c'est les conditions du code du travail qui l'imposent. Dans un milieu, il faut toujours avoir une issue, on peut, voilà. Et ceux qui sont dans cet établissement doivent connaître cette issue. Et la clé à côté. Savoir où aller le jour où il y aurait un problème, savoir le moyen qu'on va utiliser s'il y a un incendie ou bien l'alarme, le lieu où on doit appuyer le bouton d'alarme, savoir que veut dire l'alarme, parce que dans certaines entreprises, la même alarme veut dire allons au travail, la même alarme veut dire allons à la cantine. Et puis ça ne marche pas aussi. Bon, parfois ça ne marche pas. L'instincteur est installé là depuis des années. Ça aussi, c'est imposé. Même si on vous impose un extincteur, il faut le faire vérifier tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Et tous les ans par un organisme agréé. Et donc, nous, notre rôle, c'est de dire cela aux gens, c'est de rappeler cela, de notifier cela aux entreprises. Il y a pas mal de sites aujourd'hui, enfin à Abidjan, où il n'y en a pas d'issues de secours. Bon, les issues bâtiments privés ou publics. Hein. Oui. Donc, dans tous les cas... comment corriger ça? Comment corriger? Alors, en habitation, par exemple, la contrainte ici, c'est que quelqu'un construit son bâtiment, il se trouve au 3e étage, il met un antivol contre les voleurs. En cas de feu, nous, les pompiers, on ne pourra pas utiliser le balcon parce que c'est un obstacle, on ne pourra pas établir l'échelle pour faire sortir la personne. Avec les enfants, il faut la sécurité. Bon, voilà 2 problèmes. La sécurité, voilà des habitants aussi. Et la sécurité, je dirais... Au 3e, vous avez des gamins de 4-5 ans. Vous savez, ils ont un peu fou. Donc c'est... Comment vous gérez ça? Alors, aujourd'hui, en plus de cela, il y a d'autres réglementations qui s'appuient, puisque on est conscient que le risque vol est important et que le commun de mortel veut se protéger mieux contre le voleur, alors que le feu est le plus grand des voleurs. Il vous prend tout. Alors, donc demandons là, on est au milieu, là, que faire? Nous vous demandons maintenant de mettre des détecteurs de fumée dans vos appartements avec une alarme, de telle sorte que dès que le feu se déclenche, dès qu'il y a une perception de fumée, il y a une alarme et les voisins, même si vous n'êtes pas présent, peuvent apporter secours rapidement. L'objectif à atteindre en prévention, ce n'est pas que le feu n'arrive pas, mais c'est que dans les secondes qui arrivent, on puisse déceler l'incendie, le neutraliser, ne pas avoir assez de dégâts. Alors, que dire aux populations qui ont chez elles, qui sont par exemple en immeuble et qui n'ont pas évidemment d'issue de secours? Comment doivent-elles se protéger rapidement? Il y a un feu, vous êtes à Perpète là-haut, là, 12e, 13e, pas d'issue de secours, vous faites comment? Alors, justement, quand vous allez appeler les pompiers, ils vont vous dire... mettez-vous à la fenêtre, fermez votre porte, mettez une serviette mouillée en dessous pour ne pas que la fumée passe par le bas. Et puis, restez calme, calmez-vous, les pompiers vont venir. Ben oui. Restez calme. Hein. Restez calme. Pas facile aussi. Hein. C'est pour cela que c'est une maîtrise. Parce qu'on regarde la voie, on voit personne, pas de sirène, on voit personne. Oui, mais parce que le temps où il y a l'incendie, le temps où vous nous appelez, le temps à venir... donnez-nous au moins 20 minutes pour qu'on arrive. Ça, même en réglementation, les tests nous disent qu'on a 20 minutes quand même pour arriver. En même temps, le feu ne regarde pas votre réglementation. C'est pour cela qu'il aurait fallu vous former pour réagir. Que, quand le feu va arriver, vous puissiez réagir rapidement. Et c'est les voisins qui vont peut-être réagir. Donc, eux aussi, ils doivent se former. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves dans les entreprises apprennent le secourisme aux enfants. Dans toutes les écoles. Donc il faut faire ça en entreprise. Dans une école, vous savez, dans une école, il est imposé que dans le premier trimestre, ils apprennent à faire l'évacuation. Ils apprennent à savoir comment quitter une classe en cas de problème. Les entreprises également le font. C'est vraiment vulgarisé. Peut-être qu'ici, le chef de corps va approcher la direction pour qu'on vous l'apprenne, mais c'est important. Il faudrait que tout Ivoirien ou tout citoyen doit avoir une notion en matière de sécurité. De telle sorte que lorsqu'il voit le pompier, qui ne voit pas le feu, mais qui l'appelle pour lui dire « S'il te plaît, j'ai un besoin, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ça ?» Nous sommes des conseillers. D'accord. Alors, avant d'en arriver aux démos, Judith Assoumou, on va parler avec le médecin, le médecin-colonel Noël Bliwé, médecin-chef du GSPM. Alors, vous arrivez, vous partez toujours avec l'équipe qui arrive sur le sinistre, ou vous arrivez après? Nous allons ensemble. Vous partez ensemble? Oui. D'accord. Selon les cas. Dans quel cas vous n'y allez pas? Il y a, je pourrais dire, des accidents pour lesquels l'état des victimes ne nécessite pas forcément la présence d'un médecin.
Et donc, dans ces cas-là, le médecin ne part pas. C'est-à-dire que déjà, quand on vous appelle, vous avez le point. Le premier témoin ou la gendarmerie à qui on a rendu compte de l'accident, on fait le point à notre centre d'appel. Okay. Et c'est en fonction des informations données que nous prenons les moyens qui partent pour l'intervention. Et lorsque vous devez réagir, vous partez avec l'équipe et sur place, que faites-vous? Ça dépend des cas que nous trouvons. Voilà. Nous essayons tout de suite de catégoriser les victimes de cet accident-là. Vous avez des cas qui sont graves, pour lesquels il faut intervenir tout de suite. Vous en avez qui sont un peu moins graves et d'autres, on pourrait dire, qui n'ont pas grand-chose. Alors, il faut catégoriser, traiter tout de suite les cas les plus graves. Ensuite, ceux qui sont dans la deuxième catégorie. Et puis, bon, on évacue. Mais notre mission dans ces cas-là est de faire en sorte que l'état de la victime soit tout de suite stabilisé et qu'on l'évacue dans les meilleures conditions dans un centre où la personne va recevoir les soins définitifs. Mais vous prenez quand même soin de demander à la personne si elle est assurée. Si elle peut parler en tout cas, si elle est consciente. Bon, disons que ce domaine-là n'est pas véritablement le nôtre, c'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital que nos collègues qui prennent la suite du traitement pour la continuité des soins. Mais je veux dire, vous le déposez dans n'importe quel hôpital? C'est en général l'hôpital le plus proche ou l'hôpital le mieux équipé pour son cas. Parce que nous avons un centre de coordination des appels à qui nous rendons compte quand nous sommes sur le terrain. Nous avons par exemple dans cet accident un patient qui a un traumatisme crânien, qui est comateux. Un tel cas est éligible d'un traitement dans un service de réanimation. Et donc notre centre d'appel à son tour va appeler dans les CHU un service de réanimation pour dire les pompiers ont tel cas qui vous l'amènent. Directement du moins dans les CHU. Oui. Automatiquement. Oui, en général dans les CHU. Parce que ce sont les centres qui ont les plateaux techniques adéquats pour la plupart des cas. D'accord. Il y a aussi cette rumeur, oui, allez-y. Je voudrais faire une précision à la suite du médecin, mais très souvent, nous nous arrangeons quand même à ce que à faire partir la victime dans le centre de son choix. Parce que vous avez parlé d'assurance. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est exprès que j'ai posé cette question. Voilà. Donc, on ne l'envoie pas obligatoirement dans un CHU. Donc, si la victime est en état de communiquer, on lui demande, vous souhaitez être évacué où? Bon, il ne faudrait pas que nous... Parce que si la victime n'a pas trop de sous, vous l'emmenez dans un endroit, et après la facture, c'est compliqué. Non, au CHU d'emblée. D'emblée, d'accord, mais... Voilà, mais si elle souhaite être évacuée dans une clinique privée, on le fait. Mais bon, il ne faudrait pas non plus qu'elle nous demande de l'évacuer à 1000 km de notre base. C'est clair, c'est clair. Alors, Judith Assoumou, nous sommes prêtes pour les démos. Je vous donne l'antenne et à tout à l'heure.